Si jamais tu es un entrepreneur, si jamais tu es un dirigeant, si tu as une entreprise et que tu n'arrives pas à passer un palier sur ton entreprise, tu vois que tu es bloqué et tu es limité sur ton plafond, tu n'arrives pas à passer le next step en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus ou en termes de bénéfices et de rémunération, euh, cet épisode, il est fait pour toi. Il fait suite au précédent épisode où on est allé voir comment le facteur limitant pouvait être la manière dont tu priorises tes objectifs, la manière dont tu te juges, tu te compares aussi par rapport aux objectifs d'autres personnes. Si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite à aller le voir. On est allé vraiment sur cette portion-là qui est sous-estimée par beaucoup d'entrepreneurs. Et on a dit qu'on ferait suite dans cet épisode sur un autre élément qui t'empêche souvent de passer un cap, qui est la manière dont tu délègues les différents pôles de ton entreprise et les différentes actions et missions. Parce que si tu n'arrives pas à déléguer correctement, tu continues d'avoir de la charge mentale, de l'énergie et de ton temps factuellement dans des endroits où tu devrais normalement t'en libérer pour pouvoir consacrer ton temps sur l'étape d'après et ce qui va faire le levier. On est avec Zerus et dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle délégation. J'aimerais qu'on aille sur deux éléments qui me paraissent essentiels et je voudrais ton regard là-dessus. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi à 100% sur ce que je vais dire là et ça va être hyper intéressant de le partager dessus. L'élément que je veux partager, c'est que en termes de délégation, il y a une fois qu'on s'est rendu compte que une tâche était une tâche sur laquelle la valeur ajoutée était moindre que d'autres actions plus importantes, que je me suis rendu compte que je devais du coup me consacrer sur, par exemple, faire mes webinaires, faire mes vidéos YouTube, faire du contenu comme ça qui a un énorme levier et que personne ne peut me remplacer, et qu'à l'inverse, par exemple, mon équipe de vente, bah, il y a moins besoin que je sois dedans et que je peux du coup la déléguer. L'erreur que je vois de beaucoup d'entreprises, c'est je continue de mettre mon grain de sel dans l'équipe de vente parce que ça fonctionne pas comme je voudrais et donc du coup, je perds du temps et de l'énergie à vouloir continuer de manager ça, ce qui fait que du coup, je ne mets pas mon temps sur les actions qui devraient rapporter plus d'argent et donc du coup, je suis bloqué, je suis épuisé, je suis fatigué et en fait, même si on gagne plus d'argent, je me dis comment je vais pouvoir gérer encore plus de bordel et plus de feu. Et il y a un élément, il y a deux éléments sur lesquels je veux qu'on parle. Un dont on a déjà C'est parlé. c'est- Ouais. c'est quoi les actions qui devraient rapporter le plus d'argent Et bah, typiquement, bah, auxquelles tu penses? ouais, typiquement, ça serait la communication, le marketing, les actions où il n'y a que moi qui peux communiquer au monde. Donc, faire mon webinaire, organiser mes webinaires réguliers, faire mes vidéos YouTube, gérer ma communication et mon réseau là où mes prospects me voient. Et à l'inverse, plus laisser l'équipe de vente gérer les calls one-one, en fait. Moi, gérer le one-to-many et plus la sales team gérer les one-one. C'est ça que je voulais dire par là. Tu veux rebondir là-dessus? T'es pas d'accord déjà sur ça, peut-être? Non, vas-y, vas-y, Tu rebondis après? Ok. développe les deux axes et je rebondis après. Ouais. C'est peut-être le seul podcast où, dès le début, avec Zeus, de toute façon, on est d'accord pour pas être d'accord sur tout. Et c'est ça qui est cool aussi, parce que ça permet d'avoir un discours où on peut vraiment aussi partager notre pensée de A à Z et évoluer là-dessus. Donc c'est cool. Les deux axes que je veux partager, c'est le premier, c'est un sur lequel on a déjà parlé, toi et moi, sur la chaîne et sur le podcast. C'est cette notion de micromanagement. Ça, c'est une notion que j'ai découvert avec toi et que je l'avais jamais en tout cas compris à ce point-là avant de bosser avec toi. C'est cette notion où je laisse les équipes faire et en fait, au lieu de leur imposer un procédé, je vais plutôt leur donner un résultat et je vais leur laisser trouver leur propre procédé qui amène le résultat. Parce qu'ils vont peut-être avoir une manière de faire différente et que finalement, c'est la finalité qui compte et pas forcément la façon de faire. Donc ça, c'est déjà un outil sur lequel on va pouvoir rebondir. Mais le deuxième outil sur lequel je veux parler et qui est un sujet qui me paraît intéressant, c'est il faut être prêt, des fois, à accepter que quand je délègue, ça sera peut-être moins bien fait. Ça sera peut-être moins performant. Il y aura moins de résultats. Mais en fait, c'est pas grave parce que même si c'est moins bien fait, en attendant, c'est toujours mieux que ça soit moins bien fait, mais fait par quelqu'un d'autre, et que moi, je puisse mettre mon énergie et mon focus sur d'autres endroits qui ont plus de valeur et qui vont rapporter plus d'argent à l'entreprise. Et ça, c'est un truc où je vois beaucoup d'entreprises sur lesquelles on intervient qui ont du mal à lâcher prise sur ça et ne veulent pas que ces petites actions soient mal faites, euh, en tout cas mal faites à leurs yeux, et donc du coup continuent de mettre leur grain de sel dessus, mettent de l'énergie, du temps, ce qui du coup les draine, et bâclent ou ne font même pas des actions qui auraient plus de levier et plus d'importance. Et du coup, en fait, ils sont capés à cet endroit-là. Alors que s'ils mettaient des œillères en disant, OK, je vous laisse faire ça, ça sera peut-être le bordel, mais je vous laisse faire. Et en attendant, je mets mon énergie ailleurs, ça ferait grandir l'entreprise. L'entreprise gagnerait plus d'argent. Une fois que l'entreprise gagne plus d'argent, je peux voir, OK, est-ce que c'est toujours moins bien fait? Si c'est pas bien fait, comment est-ce que après je les aide et je leur donne les ressources pour s'améliorer? Ou comment je recrute quelqu'un de meilleur à cet endroit-là? Mais en fait, j'arrête de vouloir, moi, faire les marionnettes et chapeauter. Et c'était ça un peu le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je voulais savoir ton avis là-dessus, quelle était ta vision là-dessus et comment on propose des solutions sur ça. En fait, la problématique, c'est
de ce que je comprends, un entrepreneur, euh, je, je, je pense du coup à une personne, enfin, un des entrepreneurs qu'on accompagne, euh, qui ne sait juste pas déléguer, en fait. Genre, qui, aujourd'hui, manage, micromanage et refuse que le travail soit fait par quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres enjeux, enfin, il y a plein d'enjeux. Tu vois, de ce que je vois, en fait, une des raisons, c'est que le fait de déléguer, ça peut te faire sentir inutile, toi, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est toi qui as monté ta boîte, tu vois. Moi, je dirais pas forcément que c'est le travail mal fait. Je dirais plutôt que la première raison, c'est la peur d'être inutile. Ok, intéressant. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Et si tu délègues en ayant peur d'être remplacé, bah, en fait, par définition, tu vas mal déléguer, tu vois, parce que tu vas vouloir montrer que tu sais plus que l'autre personne, ou tu vas vouloir prouver ta valeur, te rassurer en repassant derrière, en lui disant, ah, c'est nul ce que tu fais, moi, genre, moi je le fais mieux. Et du coup, au final, tu micromanages, tu repasses tout le temps. Et donc, au final, la tâche, tu la payes, pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait, plus tu repasses derrière. Donc, au final, tu la payes doublement, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc. À quel point, c'est quoi la proportion à peu près que tu vois de dirigeants qui ont peur de recruter des gens qui pourraient être meilleurs qu'eux? Je dirais 25%. Quand même, quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on. Et Ouais, ouais. alors, tu vas répondre peut-être d'abord sur ce que tu voulais dire et après, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui nous écoute et qui serait un peu dans ce cas-là, qui aurait peut-être du mal à le voir à 100%, tu vois, mais qui rentrerait dans ce profil de j'ai un peu de mal à déléguer à des personnes qui pourraient être meilleures que moi et de me sentir inutile ou de passer pour quelqu'un de nul à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on aiderait quelqu'un comme ça? Bah, en fait, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est de se reconnecter à la mission de l'entreprise, tu vois. Mhm. Genre, souvent, en fait, je sais pas, genre, si tu es en train de gravir une montagne euh, et que sur cette montagne, il y a un rocher, soit tu t'arrêtes devant le rocher et tu dis, waouh, genre, ce rocher, genre, il est trop gros, je peux pas le gravir, donc je peux pas gravir la montagne, tu vois. Ou soit, le deuxième choix, c'est que tu prends du recul. Et en fait, à l'échelle de la montagne, tu te dis, mais ce rocher, il est tout petit. C'est une poussière. Et donc, en fait, cette poussière, enfin, je visualise cette pierre comme juste une poussière et je la gravis puisque je me connecte à quelque chose de plus grand et je la compare à quelque chose de plus grand. Au final, à l'échelle de la montagne, la pierre, c'est rien. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais euh, concentre-toi sur la mission de ton entreprise et tous les petits soucis que tu as. Et toutes les choses un peu personnelles que tu traverses ne seront plus importantes puisque tu es connecté à quelque chose de plus grand, tu vois. Et c'est vraiment super important puisque moi, par exemple, quand je me suis lancé, j'avais peur de faire des vidéos YouTube, j'avais peur de montrer ma tête, etc. Plein de peurs irrationnelles. Et j'étais tout le temps concentré sur moi, moi, moi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que les gens vont me penser assez bien? Est-ce que je vais dire quelque chose d'intéressant, etc. Et en fait, enfin, il y a quelques années, genre, du coup, je postais, et puis ensuite je m'arrêtais 6 mois, et en fait, à chaque fois que j'essayais de reprendre, de poster, ça me refaisait cette peur de, putain, ça y est, genre, je vais redevenir visible et j'ai peur. Et à chaque fois, en fait, ce qui m'aidait à poster et à sortir de mon petit nombril et de moi, 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 c'est de me reconnecter à, est-ce que ce que je vais dire peut aider au moins une personne? Genre, quelle est la mission? Pourquoi je vais sur YouTube? C'est pour aider des gens. Donc, on s'en fout de moi. Genre, limite, vraiment, genre, c'est pas moi qui compte. Et quand tu te connectes à la mission de ta boîte, déjà, ça te permet déjà de prendre du recul et de moins avoir peur, en fait. Puisque, du coup, tu te dis, cette personne va me remplacer. Mais quel est l'intérêt de l'entreprise? Si cette personne me remplace, on va pouvoir avoir plus d'impact. Donc en fait, c'est trop bien en fait qu'elle me remplace, puisque c'est ce que je veux. Sinon, ça veut dire que je me bullshit sur la mission de ma boîte et que je veux pas vraiment la développer, tu vois. Ouais, trop bien. Ouais, ça c'est ok, super élément.
j'aimerais rajouter aussi ce que regardez quand quelqu'un reconnaît de l'extérieur, vous regardez bah, autour avec vos collaborateurs, vos équipes ou dans d'autres sujets autour de vous, sur votre famille, vos amis, etc. Quand une personne a l'humilité de reconnaître la force de quelqu'un d'autre et de dire waouh, lui sur ce domaine, il est vraiment bon, etc. La personne qui reconnaît ça, elle paraît jamais nulle. Quand on a quelqu'un qui est là et qui dit sur ce sujet, je trouve que lui, il est vraiment bon là-dessus, la personne qui s'exprime comme ça, elle passe jamais pour quelqu'un de nul. Au contraire, en fait, ça montre sa valeur de voir qu'elle reconnaît ses limites, ses capacités, et c'est quelqu'un qu'on a encore plus envie d'écouter parce qu'on se dit, s'il me dit qu'il est bon sur ça, bah, je sais qu'il est bon parce que quand il est pas bon, il ose pas le dire. Enfin, il a pas, justement, il ose le dire et il ose reconnaître un peu son niveau et allez voir à quel point, c'est peut-être paradoxal, mais plus vous êtes honnête sur ce que vous êtes capable de faire et plus vous reconnaissez les capacités des autres, plus votre aura, entre guillemets, monte en même temps, je trouve. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais Ouais, bah ouais, c'est clair qu'en fait, quand tu es dans ce mindset de scarcity, tu vois, de peur ouais, d'être remplacé, de montrer tes limites, etc., genre, t'es juste pas attirant pour ton équipe. Genre, tu manques de leadership. Genre, au final, ce que tu redoutais, ce qui te faisait peur, va finir par arriver, en fait. On va moins te respecter, etc., à cause de ça. il y a un autre élément aussi, c'est à quel point est-ce que du coup je suis attaché à ce que ça soit fait comme moi je l'aurais fait. Et très souvent, alors des fois il y a une bonne raison à ça, hein. Des fois je suis attaché à ce que ça soit fait comme moi je l'aurais fait parce que la manière dont c'est fait traduit les valeurs de l'entreprise, par exemple. Et donc je pense que des fois c'est bien de surveiller la manière dont c'est fait et que ça soit bien fait. Mais il y a plein de fois où je suis juste attaché à ce que ça soit fait comme moi je l'ai voulu, alors que le résultat est le même et que ça va juste limiter en fait tout le monde parce en étant attaché à ce que ça soit fait comme moi je veux, bah, c'est peut-être pas efficient pour mes équipes et je suis en train de freiner la rentabilité, l'énergie des équipes et le fait que ça soit ouais, efficace. Ouais, et tu vois, pour donner un exemple de l'école, Ouais, on a tous eu des professeurs qui nous faisaient kiffer une matière et d'autres professeurs qui nous faisaient détester cette même matière, tu vois, genre selon les années. En tout cas, moi, j'ai eu ça et genre, les personnes autour de moi ont également eu ça, tu vois. Et souvent, en fait, quand on aime une matière, genre, j'aime les maths, j'aime euh, arriver à un résultat, mais ce que j'aime aussi, c'est le mécanisme unique qui m'a permis d'arriver à ce résultat, tu vois. Peut-être que je résous pas l'équation de la manière conventionnelle de ce que voudrait la prof, mais j'arrive au même résultat, tu vois. Donc, parce que c'est ma manière unique de résoudre le problème, tu vois. C'est comme ça que je suis câblé, tu vois. Et sauf que, par exemple, à l'école, si tu ne résous pas si tu as la bonne réponse, mais que tu n'as pas eu en maths le, la bonne manière de résoudre le problème, le bon raisonnement, celui qui est attendu, dans ce cas, genre, tu peux avoir faux. Genre, t'as faux puisque t'as pas eu le bon raisonnement. Et ça, ça peut te faire, en fait, détester la matière que t'aimais initialement, tu vois. Parce qu'on te fait croire qu'il y a une bonne manière de résoudre un problème, alors que dans la vie, il n'y a pas une bonne manière de résoudre un problème. C'est est-ce que c'est résolu ou non, tu vois. Et dans une entreprise, c'est surtout ça qui a de la valeur. Sauf qu'on reproduit ce que certains profs font à l'école dans la vie, genre dans le business. Mais dans le business, on s'en fout, puisque le résultat est le résultat. Et du coup, les entrepreneurs, enfin certains entrepreneurs peuvent avoir tendance à brider leur équipe en voulant que le résultat soit obtenu d'une certaine manière. ouais. Ok, génial. Il y a un autre élément aussi qui me paraît intéressant d'amener, c'est cette notion de rendement décroissant en fonction de l'investissement que j'y mets. C'est une notion qu'au départ, j'ai découvert dans la musculation. Tu vois, en musculation, euh, plus tu fais de séries pour un muscle, euh, moins tu gagnes de muscle à chaque série ajoutée. Tu vois. Et,
Et à l'inverse, donc la première série entre quelqu'un qui fait aucune série de pompes et quelqu'un qui fait une série de pompes, celui qui fait une série de pompes, bah, il gagne 100% de masse musculaire en plus que celui qui en fait zéro. Ensuite, celui qui fait deux séries de pompes par rapport à celui qui en fait une, bah, celui qui en fait deux, il va pas gagner deux fois plus de muscles. Il va gagner peut-être avec une deuxième série 50% de muscles en plus par rapport à celui qui en a fait qu'une. Et en fait, c'est à chaque fois comme ça. Plus je rajoute des séries et oui, je vais être un peu plus, je vais avoir un peu plus de résultats, mais le pourcentage que j'augmente à chaque fois est de plus en plus petit. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui, sur une action à l'intérieur de l'entreprise, par exemple, je sais pas, par exemple, euh, communiquer sur Instagram, tu vois. Eh ben, ils veulent absolument qu'il y ait, je sais pas, 6 séries de musculation qui soient faites dessus. C'est-à-dire qu'il y ait un nombre de posts, un nombre de stories, un nombre de trucs, enfin, une quantité énorme. Et sauf qu'à partir du moment où ils vont déléguer ça, bah, ils veulent que la personne à qui ils délèguent fasse la bonne quantité, avec le bon nombre, avec le bon choix, avec tous les bons mots, avec la bonne réflexion, tous les posts parfaits. Et du coup, comme ils veulent absolument qu'il y ait le nombre de séries parfait là-dessus, bah, ils prennent du temps et de l'énergie là-dessus. Alors qu'en acceptant de dire, OK, ça va peut-être, en le déléguant, la personne va peut-être en faire moins. Mais en fait, si je le fais plus du tout, de toute façon, en fait, si je me concentre sur ça, bah, je peux pas développer autre chose. Si je développe autre chose tout seul, quoi qu'il arrive là-dessus, il y aura rien qui est fait. Si je mets quelqu'un qui fait déjà une ou deux actions, l'équivalent de une ou deux séries, bah en fait, on a déjà gagné quelque chose, en fait. On a déjà gagné quelque chose qu'on n'aurait plus parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et je pense pas que ça soit à tous les niveaux une bonne chose de dire je néglige, entre guillemets. Parce qu'on peut le voir un peu comme du coup, bah, je néglige et je fais pas tout bien parfaitement partout. Mais en fait, je pense qu'il y a des moments pour ça. Quand tu as une boîte qui est très avancée, qui est très développée, le micro-détail a de l'importance. Mais la majorité des entrepreneurs qui font appel à nous et qui nous demandent de l'aide, c'est des entrepreneurs qui sont à un stade où euh, tout est pas parfaitement fait dans tous les cas. Donc, autant, autant mettre de l'énergie et faire déjà un peu partout bien, ensuite faire mieux aux endroits qui ont le plus de levier et accepter que tout n'est pas parfait partout en même temps. Et en fait, on y va petit à petit, étape par étape, plutôt que de mettre les efforts et l'énergie sur qu'un endroit et que ça me limite partout ailleurs. Je sais pas si j'ai été hyper clair là-dessus, mais peut-être tu vas pouvoir résumer ce que je viens de dire ou rebondir dessus si t'es d'accord. Ouais. Bah, ouais, c'est une question de priorisation, tu vois. Mais moi, ça me fait penser à- au concept de Sam Ovens qui dit scale, mess, depth. En gros, tu vas scaler, ça va créer du bordel. Donc, tu as trois phases. Tu scales, ça crée du bordel, et ensuite, tu as de la dette. Genre, tu as plein de choses, plein de logiciels que tu payes pour rien, des équipes qui servent à rien, et tu vas nettoyer cette dette pour ensuite rescaler, ça va refoutre du bordel et tu auras de la dette. Ouais, Et, euh, et en fait, c'est accepté pour que tu as ce schéma à l'échelle de l'entreprise, mais tu as également ce schéma à l'échelle des différents pôles. Et en fait, pour ton pôle livraison, tu vas scale MESDEV. Pour ton pôle marketing, tu vas scale MESDEV. Pour ton pôle euh, vente, c'est la même chose. Et une fois que tu comprends ce pattern, tu te dis sur quoi est-ce que je veux mettre l'accent pour scale? Est-ce que vraiment, enfin, les micro-actions, là je vais revenir sur le rendement décroissant, tu vois, mais euh, est-ce que vraiment m- faire 10% mieux sur cette action, ça vaut vraiment le coup, tu vois? ouais, Et des fois, en fait, faire 10% mieux sur cette action, si ça te, si pour faire 10% mieux, tu dois embaucher trois personnes supplémentaires, plus payer 10 000 euros par mois en plus de charges fixes, pour avoir 10% d'abonnés en plus, là, j'ai l'impression que tu as un rendement décroissant, tu vois. ouais. C'est-à-dire que tu mets beaucoup plus d'énergie pour presque rien en retour, alors que tu aurais pu mettre moins d'énergie pour avoir les 80% du résultat, tu vois. Ouais. Et puis même, tu vois, je veux revenir sur ce que tu as dit au début, sur scale, full bordel, et puis accepte qu'il y ait une dette, et puis nettoie. Euh, j'ai l'impression que du coup, il y a plein de personnes qui veulent absolument pas qu'il y ait le bordel. Et donc, du coup, c'est ça qui les empêche de scale. C'est je veux que tout soit clean et propre. Et en fait, bah, dans ce cas-là, je passe jamais à l'étape d'après, parce que passer à l'étape d'après, c'est accepter de foutre un peu le bordel pour après ranger. Et du coup, si je le fais dans le mauvais ordre et que je veux à tout prix que tout soit clean tout le temps, bah, je passe jamais à l'étape d'après, en fait. Et c'est ça un peu que je voulais introduire dans cette notion de accepte de déléguer, accepte que ça soit peut-être moins bien fait au début, le temps de passer un cap, et après, on renettoie. Et je pense que c'est, je pense que beaucoup de... Je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent, si ça vous résonne chez vous, c'est de se poser la question à quel point est-ce que je suis prêt à ce que ça se passe pas parfaitement, qu'il y ait des petites erreurs,
qu'il y ait du bordel, mais que ça me permet d'aller passer le niveau d'après, et après on va ranger, rééquilibrer, réajuster avant de repasser à un niveau, etc., quoi. Mais de le faire dans le bon ordre et dans le bon sens. Ouais, et pour donner mon expérience, tu vois, en 2024, j'ai Scale, j'ai eu le MES. Et le MES, il est à la fois professionnel et personnel, puisque tu vis également des émotions, des montagnes russes, c'est difficile, etc. Et j'ai eu la dette. Et là, en 2025, j'ai nettoyé. Et, euh, et là, j'ai décidé, cette fois, de ne pas repartir dans un Scale MES debt et juste de... parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que pour chaque palier, en gros, tu vas scale. Et ensuite, tu vas stabiliser. Par exemple, tu vas stabiliser ta boîte à 50 000 tous les mois. Du coup, pour passer de 10 000 à 50 000, tu vas passer dans une phase de scale mess depth. Tu vas être le bordel, tu vas vivre des émotions, tu vas avoir des clients pas contents, tu vas recruter, virer des gens. Voilà, tu es vraiment dans une phase comme ça et c'est normal. Par contre, une fois que tu stabilises, le jour où tu décides de stabiliser, peu importe à ton niveau, tu vas pouvoir du coup enlever toutes les charges inutiles, clean ton business, etc. et stabiliser ton business puisque tu ne repars plus en croissance et là tu profites de tout ce que tu as construit l'année précédente, tu vois. Par exemple, euh, cette année, mon chiffre d'affaires, du coup, enfin en 2024, je l'ai triplé, tu vois. Et du coup, cette année, bah, il va rester triplé alors qu'au final, je vais avoir une année genre tranquille, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est que tant que tu restes dans une phase de scaling, tu vas revivre ces cycles. Mais si le jour où tu veux profiter de ton profit, de tout ce que tu as construit, tu peux aussi, tu vois. Et si je prends l'exemple, je sais pas, d'une boîte qui fait 200 000 par mois, peut-être qu'en phase de croissance, tu vas faire 20% de profit. Mais le jour où tu te dis, j'arrête de croître et je veux profiter de ce que j'ai construit, alors ça durera pas éternellement. Les concurrents vont arriver, etc. Tout ce qui cesse de croître, ça finira par être en déclin. Mais si tu veux profiter un an ou deux, tu peux. Tu enlèves toutes tes charges fixes, tu enlèves tous les logiciels inutiles, tu as des process qui fonctionnent, tu as des team members qui sont, euh, qui sont engagés, qui savent faire leur boulot. Et au final, tu te retrouves à passer de 20% de profit à peut-être 60 ou 50, tu vois. Et donc, tu gagnes deux fois plus et tu as une vie beaucoup plus paisible. Et là, du coup, tu profites de ce que tu as construit. Et ça, c'est cool aussi, tu vois. Donc, Ouais. ça dépend de ce qu'on veut. Ouais, ça dépend de ta priorité du moment et tes objectifs du moment, quoi, et d'être aligné avec ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les différentes phases ne sont pas obligées d'être éternelles. Si tu décides d'arrêter la croissance, ça ne se reproduit pas, quoi. Ouais. Trop bien, je pense que cet épisode, il a beaucoup de valeur parce que c'est des concepts qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir les appliquer. Et quand tu manages ton entreprise, que tu sois le dirigeant qui manage, que tu sois le bras droit d'une entreprise, un CEO ou un CMO d'une entreprise et que tu manages une équipe, etc., il faut que tu comprennes ces notions-là aussi parce que si tu les acceptes pas, ces notions-là, tu vas être le facteur limitant de l'entreprise et tu vas pas te permettre de pouvoir passer à ces actions-là. Donc, euh, je pense que c'est des concepts qu'il faut comprendre. C'est intéressant d'aller voir à quel endroit est-ce que ces concepts sont vrais dans la manière dont on bosse, dans ton business, dans ton entreprise, à quel endroit ça limite. Et ça va faire évoluer des choses, ça va faire bouger et ça va permettre des actions qui vont permettre de reprendre de la croissance. Donc, je pense que cet épisode, il peut vraiment beaucoup vous aider. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Dites-le nous en commentaire. Ça a de la valeur pour nous d'avoir vos retours, vos commentaires, savoir les épisodes qui vous plaisent le plus, les sujets sur lesquels vous bloquez, sur lesquels ça aurait de la valeur pour vous, qu'on vous donne des insights et des retours. Et si ça vous a plu, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.